Salam alaikum Azoul, bonsoir. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette hypervisibilité, cette offensive dans la communication de l'armée? Pourquoi le haut commandement de cette oligarchie militaire, qui a toujours su se cacher derrière de si commodes façades Potemkin, a-t-il entrepris de se mettre comme ça au devant de la scène et sous les feux de la rampe, au point où, selon des observateurs très sérieux, l'activité militaire et son apparition dans la diffusion des activités politiques et publiques, d'une façon générale, représentent quasiment les 2/3 du programme de la télévision publique. Une présence écrasante, où le vert de gris et les dorures chamarrées des uniformes de généraux prennent des allures carnavalesques. Pourquoi tout cet excès dans cette très curieuse communication? En quoi la diffusion en boucle des très longs exercices tactiques, des manœuvres militaires de grande envergure, des discours interminables du chef d'état-major peuvent-ils intéresser l'opinion publique? Est-ce là du battage médiatique pour conditionner les foules que nous sommes, de la dissuasion à l'endroit du Hirak, des sommations sans frais à l'endroit du voisin de l'Ouest, ou ne serait-ce là que des gesticulations inconditionnées, comme autant de spasmes d'une oligarchie qui se contorsionne et qui n'a plus cette cohésion qui l'a distinguée, même si les clans qui s'y sont toujours affrontés ne sont pas un phénomène nouveau. Le clivage, ou plutôt le fossé désormais infranchissable entre des clans au plus haut niveau, en plus de l'intrusion dans la problématique déjà très compliquée d'ex-très gros barons qui étaient pourtant partis à la retraite, dont nous pensions qu'ils étaient définitivement éradiqués et qui sont redevenus les nouveaux maîtres du jeu, ceux qui distribuent désormais les cartes et les atouts. Et il n'y a rien de plus inquiétant qu'une telle situation. Une junte organisée, dont les rouages sont bien huilés et dont les équilibres reposent sur une vraie cohésion, est infiniment moins dangereuse qu'une gérontocratie militaire hystérique, arc-boutée dans des positions intenables, en même temps qu'elle se déchire de l'intérieur. Elle peut être donc le catalyseur de toutes les aventures. À plus forte raison qu'elle n'a plus les moyens de ces méthodes. L'argent pour l'anesthésie de masse, pour la corruption de tous les acteurs politiques et l'entretien de tous ces relais. Et ce n'est pas exagéré, je crois, que d'affirmer que la situation appelle à une extrême vigilance. Pouvoir algérien, tous les signes de la débâcle. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Abbas Hamadan, militant politique et ancien conseiller de Hussein Aït Ahmed. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Azoul Filaoun, salam alaikum, bonsoir. Merci. Alors, Saïd Akinin, militant des droits de l'homme, Saïd, merci d'être là. Merci Jamaldin, Azoul Filaoun, salam alaikum, merci pour l'invitation. Anis El-Qama, psychologue, militant politique. Anis, merci d'être là. Salam alaikum Azoul Filaoun, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Alors, avant d'aborder le sujet principal de cette histoire d'hypervisibilité de l'armée, j'aimerais que nous puissions discuter un peu de ce qui se passe ces derniers jours, notamment les feux de forêt à Khenchela. Et miracle, pourrait-on crier, ce ne sont ni les pompiers, ni les Canadaires qui n'existent pas, ni même tous les efforts entrepris par la population qui ont pu arrêter le sinistre, mais c'était un nuage qui passait et qui a tout éteint.
d'un seul coup. Nous allons regarder d'abord les feux de forêt de Khenchla, la région de Khenchla. Et ce n'est là qu'une partie de l'incendie, c'est un incendie considérable, un gros sinistre. Et je rappelle que dans la région, il y a 146 000 hectares de forêt, dont 6 000 hectares de cédrés millénaires, dans lesquels il y a 468 espèces, dont 56 espèces protégées à un niveau mondial. Et dans la wilaya de Khenchla, pour ceux qui connaissent la région, c'est littéralement un rempart contre la désertification. Parce que sur le versant sud de l'Aurès, c'est tout de suite le Sahara. Et donc, c'était impossible d'éteindre, c'était un trop gros sinistre. Et d'un coup, un nuage qui passait, et vous allez voir les images. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbi. La joie des riverains, ils n'y croyaient plus. Alors, commentaire? En fait, plusieurs, deux ou trois remarques. La première chose, c'est le sentiment de soulagement, que ça s'est arrêté, parce que les images sont impressionnantes et ça faisait vraiment peur. Et le deuxième sentiment, deuxième remarque, c'est vrai que les pays qui font le pourtour de la Méditerranée sont tous concernés par ces feux d'incendie. Mais ceux-là, les dégâts que provoquent dans un pays comme l'Algérie sont beaucoup plus importants, beaucoup désastreux qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que la superficie de l'Algérie, nous avons moins de 2% de la superficie, seulement moins de 2% qui est boisée. Par rapport 2%, moins de 2% qui est boisé. Donc tout incendie a des conséquences catastrophiques sur le plan de l'écologie. Parce qu'en fait, les forêts jouent un rôle de rempart contre la désertification de l'Algérie. Et c'est un problème terrible sur tous les plans. La troisième remarque que cela m'appelle, c'est par rapport à l'absence. À chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, une menace qui vient de l'extérieur, ça devient un révélateur triste de la faillite de l'État, qui aujourd'hui est réduit à ses fonctions répressives. Il a tout abandonné. La lutte contre les incendies, c'est pas quelque chose c'est pas une surprise. On sait que tous les ans, vu la chaleur, le climat et tout ça, on sait qu'on s'y attend. Mais qu'est-ce que fait l'État algérien par rapport à ça? Rien, ou très peu de choses. Mais justement, pourquoi est-ce que, par exemple, quand on prend le Maroc, ils ont 6 Canadair. Et tout le monde sait que le Canadair, c'est l'outil le plus performant pour éteindre les incendies de forêt.
Or, l'Algérie, qui a une flotte aérienne considérable d'avions chasseurs, bombardiers, pourquoi n'a-t-elle pas fait l'acquisition de Canadair? Ben, ça ne les intéresse pas. Ben, en fait, tout ce qui est, on se rend compte que tout ce qui est au service de la population, des populations en Algérie, ça n'intéresse pas le pouvoir. Il y a, pour la lutte de l'incendie, il y a deux paramètres. Il y a la prévention. La prévention, ça veut dire tout le travail de débroussaillage. Quand on voit l'organisation des systèmes forestiers en Algérie, c'est une organisation beaucoup plus administrative que... En fait, elle est répartie en fonction des villes. Des grandes villes, c'est là où on trouve les sections, alors que normalement il devrait y avoir une approche beaucoup plus pragmatique que cela. Donc vous avez des dizaines d'hectares, vous traversez des dizaines d'hectares, il n'y a aucune piste. Normalement, les pistes, ça fait partie de la politique préventive de lutte contre les incendies. Et non seulement on trace une piste, on fait une piste, mais toute l'année, ça veut dire qu'on l'entretient. Ça veut dire qu'on paye des gens pour le faire. Là où il a été Zéouzou, je prends un exemple, parce que je connais, il y a, pour les ouvriers qui font de la prévention, il y a moins de 40 ouvriers qui sont payés. Donc c'est des budgets dérisoires pour cela. Et après, on a les moyens. Ben, les moyens, vous venez de l'évoquer, les moyens, ils sont dérisoires. Ils ont à peine quelques hélicoptères avec des godets. Ça veut dire il faut 10 km pour verser une cuillère d'eau, quoi. Oui, c'est cela. Ouais. Et donc, je sais que les amis ici présents vont en parler. Cela nous rappelle ce qui s'est passé il y a 2 mois à peu près, la répression contre les pompiers, ces soldats du feu. Oui, ça, à chaque fois qu'il y a un problème... Parce qu'ils ont osé revendiquer des droits. Des droits, plus de moyens. Ils sont payés une bouchée de pain pour un travail à des risques très très élevés, etc. Je laisse la parole à mes amis. D'abord pour ce qui est du Canadair. Des mauvaises langues prétendent que... Des mauvaises langues, hein. Nous on se fait les avocats du diable. Prétendent qu'ils n'ont pas acheté de Canadair parce que la société Bombardier, je ne sais pas prononcer en anglais, qui produit les Canadair, elle ne donne jamais de commission. C'est connu ça. Parce qu'ils ont un tel carnet de commandes, il faut attendre 5 ans pour se faire livrer. Donc ils n'ont pas besoin de donner des commissions. Et on dit que les Algériens n'achètent pas parce qu'il n'y a pas de quoi sucrer, quoi. J'ai lu autre chose. J'ai lu qu'en 2008, il y a eu une quasi-décision définitive d'acheter des Canadair auprès d'une entreprise russe, mais que cela n'a pas été fait à la dernière minute. D'autres parlent aussi... Mais les Russes ne fabriquent pas de Canadair. Si, justement, ils fabriquent des Canadair deux fois plus rapides. C'est pas des Canadair, ça doit avoir d'autres noms. Non, sûrement, ça a un autre nom. Ils appellent ça amphibien. Voilà. Parce que Canadair, c'est une marque déposée. Mais en tout cas, il y a un dispositif qui est en place en Russie qui serait très performant. Et les avions seraient même 2 fois plus rapides qu'en France. Donc, c'est logique parce que quand on voit la superficie de la Russie, donc ça correspond à une grande superficie. Donc, il faut être plus rapide au sol, ou plutôt sur le sol. Et ça n'a pas été fait à la dernière minute. D'autres éléments tentent à dire que ça a été fait, mais... Qu'ils ont disparu. Voilà. J'ai entendu parler de ça. Voilà. Donc, je suis content de ne pas être... Voilà, c'est ça, exactement. Qui ont été commandés. Parce qu'il y a eu un rapport arabe, quelque chose force de protection civile, qui avait pointé du doigt qu'il y a eu effectivement commande, mais que ça a disparu. Ça circule, cette information. C'est une information qui circule. 3 ans, hein. Je l'ai retrouvée encore aujourd'hui en cherchant, en préparant l'émission. Donc je pense que ce n'est pas fortuit. Je pense qu'il y a quelque chose à voir dans ce sens-là. Effectivement, moi je ne suis pas spécialiste du domaine, mais il paraît bizarre d'acheter des hélicoptères. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté des hélicoptères avec les fameuses bâches. Les godets, là. Voilà, les petits godets, en fait, qui n'ont pas l'air de fonctionner très bien. Et le souci, c'est qu'ils auraient pu faire exactement la même chose en mettant juste le dispositif. Ils sont allés acheter l'hélicoptère avec le godet. Alors qu'ils auraient pu placer ce dispositif-là qui coûterait dans les 40 000 €, je crois, j'ai lu ça ce matin. Ils sont allés acheter l'hélicoptère plus... Je pense qu'il y a des questions à poser à ce niveau-là. Franchement, il y a des questions à se poser sur l'efficacité, sur le pragmatisme des personnes qui ont pris ces décisions-là. Après, plus globalement, comme le disait notre ami, c'est un problème aussi de protection, de prévention. On avait
plusieurs fois parlé d'une police de l'environnement, je parle maintenant plus globalement, mais qui n'a jamais vu le jour, ou qui a peut-être vu le jour, mais on n'a pas vu vraiment des actions concrètes. Apparemment, les personnes qui sont en charge dans les forêts, donc les gardes forestiers, n'auraient plus le droit de mettre des contraventions contre les personnes qui laisseraient des bouteilles par terre, etc. Parce que les bouteilles, c'est comme des loupes. Hein. Exactement, ça peut faire effet loupe, et avec la sécheresse des plantes, ça peut déclencher. Ça peut déclencher. Moi, je suis assez sensible à ce genre de sujet, parce que je trouve qu'il est complètement scandaleux de voir l'état de nos forêts, de voir l'état de nos espaces verts, de voir l'état des lacs, des endroits, on peut parler de plein d'exemples, des plages aussi. Oui, des bords de mer. C'est honteux, c'est scandaleux, surtout lorsque des personnes viennent que de Tunisie ou du Maroc, qui viennent visiter l'Algérie, ils disent c'est beau, mais il y a des efforts à faire. Il y a des efforts dans le nettoyage, il y a des efforts dans la gestion, il y a des efforts dans la prévention, et surtout pour moi, je pense que ça doit passer par la répression. Et que dans les forêts, on ne peut pas laisser maintenant, en 2021, une impunité des personnes qui viennent. Moi, ça ne me dérange pas que les personnes viennent consommer ce qu'ils veulent dans les forêts, mais c'est juste qu'on doit maintenant impulser une culture qui est celle de la culture du respect de l'environnement, parce que la situation en Algérie, en termes de respect... après s'être installé. Non seulement faire de l'éducation en amont, c'est-à-dire dans les écoles primaires, etc., ce qui se fait aussi par moment. Et j'ai un bon ami à moi que je salue, Karim Tidjani, qui bosse dans ce milieu-là, qui est militant écologiste. Mais il faut que ça passe par la répression. Il ne faut plus laisser faire ce genre de choses. Mais bien sûr que la répression la plus urgente pour ce régime, c'est celle contre les hirakistes. C'est celle... pour cette répression-là, ils ne perdent pas de temps. Ils ont un renfort de police, ils ont un renfort de personnes qui peuvent prendre ça en charge. Mais quand il s'agit de défendre notre patrimoine commun, et surtout avec les problèmes de désertification, moi je connais l'histoire du barrage vert, Sed El Akhdar, qu'on nous racontait quand on était plus jeunes. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, je sais que c'est un projet depuis Boumediene, c'est ça ? C'est un échec total. Qui a été un échec au final. Peut-être que vous pourriez nous en parler davantage. Il y a eu à peine quelques tronçons qui ont été réussis. Je trouve que c'est pas stupide d'utiliser l'armée pour pouvoir boiser. Oui, mais c'est intéressant. Encore faudrait-il le faire. Mais encore faudrait-il le faire bien. Donc encore un problème de gestion lié au régime politique. Mais pardon, Saïd, vous m'avez rappelé quelque chose à Nice, parce que ce n'est pas seulement une question d'incivisme. C'est aussi une question de mauvaise gestion. Moi, j'ai vu un jour Al-Qala. J'ai été étonné, j'ai été choqué. Al-Qala, qui a de très très belles plages, elles sont connues mondialement. Une plage qui est quasiment centre-ville. J'ai vu une colonie de vacances avec les cordes qu'on leur fait pour entourer, pour empêcher qu'ils aillent loin, avec des flotteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Des enfants qui nageaient, et à côté d'eux, un déversoir d'égout qui déversait. Alors, normalement, on déverse à 3 km. Il y a à peu près 100 personnes qui ont perdu connaissance récemment à cause d'une pollution d'eau de mer, hier ou avant-hier. Plus de 100 personnes, je crois c'était à Chlef. Non, c'était à Qados. Donc, pas d'enquête, pas de... On ne comprend rien. Donc, Qados, j'allais dire le bien nommé. Parce qu'en l'occurrence... Oui, le Qados. Moi, j'ai vu des choses flotter. Je ne peux pas... Oui, bien sûr. Mais, on est tous partis en vacances. Au milieu des petits colons qui nageaient et des choses qui surnageaient à côté. C'est pour dire que ce n'est pas seulement une question d'incivisme. Par exemple, moi qui viens de la capitale, à Alger, on ne trouve pas des poubelles, donc rien que le minimum. Et dans le centre-ville de la capitale. Donc. Pardon. Saïd. Donc, encore une fois, merci. Je salue les téléspectateurs. C'est un honneur et un bonheur pour moi d'être là. Tout le bonheur est pour nous. D'être avec vous tous et exceptionnellement d'être avec Abbas, que je dirais parmi mes formateurs, mes repères, que j'ai rencontré la première fois en 1998 lors d'un séminaire organisé par la Ligue algérienne des droits de l'homme. Il m'avait offert un bouquin, je crois que lui-même il a oublié, au titre « La question du pouvoir en Algérie » de M. Abdelkader Ifsah. Il nous avait donné une conférence, c'était l'hégémonie. Le thème du séminaire, c'était l'hégémonie par le désordre. Et Abbas nous avait donné une conférence sur le désordre politique et institutionnel. Je crois, pour parler des feux,
c'est le fond de la problématique. Aujourd'hui, on est le 6 juillet. Hier, c'était le 5, c'était la fête de l'indépendance. Et je suis heureux que le peuple algérien s'est réapproprié son drapeau du fait que sortir un 5 juillet, c'est se faire ramasser par les forces de la répression. Ça se voit qu'ils ont perdu... Ça a été le cas à Birmandra. Ils ont perdu même le drapeau. Un peu partout. Hein. Oui. Ils ont perdu même le drapeau. D'abord, nous dénonçons ces pratiques de la Gestapo, du fascisme sous-développé. Et quant au feu, on se solidarise avec tous ceux qui vivent en cette période de sécheresse, la sauvagerie des braises et du feu. L'Algérie compte 4,1 millions d'hectares de forêt. Je vais juste essayer de donner quelques aspects techniques, quoique le problème est profondément politique. Il est profondément politique parce que une poignée de généraux, comme les a appelés Yit Ahmed sur une chaîne de télévision, un groupuscule de généraux aidés par certains civils. Ils ne sont plus une poignée ni un groupuscule, là. Ils sont plus de 400. Mais les décideurs, dire, on ne hein. sait pas combien ils sont les décideurs, on n'est pas à l'intérieur. Ils sont une pléthore. Le Mukhabarat est un groupe de Mukhabarat, hein, la force du cachet, c'est eux qui détiennent. Et comme c'est eux qui installent et qui désinstallent, donc ceux qui sont censés être des hommes d'État sont devenus des hommes de pouvoir et ils n'ont de compte à rendre qu'à ceux qui les ont installés. Et ils ne travaillent pas pour le bien de l'être collectif algérien, ils travaillent juste pour satisfaire, d'où justement la question la plus pertinente, est-ce qu'on a un État? Parce que si on avait réellement un État, les 7 milliards de dollars, les 12 milliards de dollars alloués... Mohamed Harbi vient de commettre quelque chose dans ce sens, où il n'y a pas d'État, il y a un pouvoir. Et moi, ça m'a fait très plaisir. On avait esquissé un semblant d'État avec le GPRA, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Il a dit très court. Très court. Et très pourquoi? aléatoire. Parce que l'État, c'est un ensemble d'institutions qui Mais Saïd, j'aimerais qu'on reste d'abord dans le domaine du sinistre, parce que là, on va y arriver. Donc, le taux de reboisement, c'est 1,76%. Mais le plus important, moi j'ai lu une étude, c'est que les plus grands feux, depuis, il y a une étude de 1985 jusqu'en 2012, les plus grands feux ont eu en 1993, 94, 2000, 2007, 2012. Question que je vous pose et que je dis aux téléspectateurs, y aurait-il une corrélation entre ces feux et les événements politiques qui se sont produits en Algérie? 94, je prends cette année. En 1994, de 1985 jusqu'à 2012, il y a eu 272 feux qui ont dévoré des superficies de plus de 500 hectares. En 1994, à elle seule cette année, il y a eu 109 feux qui ont dévoré plus de 500 hectares. De 1985... Seulement 500 500, plus de 500 hectares. Mais en tout, c'est plus que cela. En tout, il y a plus de 440 000 hectares. Et de 1985 à 2012, il y a plus d'1 million d'hectares qui se sont volatilisés. Et dans tout ça, il y a d'abord, on doit se poser la question, pour faire de la prévoyance, pour faire de la prévenance, il faut se poser la question d'où viennent les feux. Les experts disent que dans ce bassin méditerranéen, la majorité des feux ne peuvent être que volontaires, c'est-à-dire les raisons climatiques criminelles. Mais il y a d'autres raisons involontaires. Les raisons involontaires sont les décharges sauvages. Et quand on sait qu'en Algérie, il n'y a pas de schéma directeur de ramassage, de transfert et d'incinération ou d'enfouissement des déchets. Mais plus grave que cela, il n'y a pas un programme politique d'institutionnalisation de recherche des causes des incendies. Et quand on voit qu'une institution comme l'armée est dotée de 12 milliards de dollars
et que l'Algérie n'a pas un Canadair qui coûte 37 millions d'euros. C'est tout simplement une question de gestion, comme il l'avait dit tout à l'heure. moins que 37 millions. J'ai vu, il y a des Canadaires qui coûtent beaucoup moins. Oui, exactement. On va essayer de regarder au maximum. Oui, la fourchette. On va de regarder au maximum. C'est qu'il y a un peuple qui est laissé pour compte, et parfois ces feux ne sont que des instruments de ce pouvoir pour pouvoir étouffer la société. Et les images que j'ai vues tout à l'heure, moi, ce que j'attends, c'est l'instrumentalisation qui va être faite après de ces images que nous avons vues. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, ils vont essayer de cacher la joie des gens et leur relation avec la providence, des insuffisances construites sciemment par le conclave des généraux parce qu'ils n'ont qu'une seule chose, détruire le pays. Cette instrumentalisation du divin, de la pluie, de la religiosité populiste, encore une fois, nous allons le voir, pour cacher les insuffisances, pour cacher tout ce qu'ils n'ont absolument rien fait. Donc ce phénomène est un phénomène météorologique, ils n'ont absolument rien à voir. Regardons que ce système n'a jamais acheté un Canadair, ne s'est jamais soucié du bien-être des citoyens. La prévention dont tu as parlé. Ils ne peuvent pas faire dans la prévention, Jamel Din, quand on voit dans un pays où il y a la sécheresse. La sécheresse. Il y a la sécheresse. Des militaires qui viennent inaugurer une flaque d'eau. On va la voir. On va la voir parce que vraiment, ça vaut le détour. Moi, la question centrale, c'est un problème d'État. Le deuxième élément, quand on voit, hier ou avant-hier, il y avait les nominations des généraux. D'abord, c'était fait, d'habitude, ça se fait soit au ministère de la Défense ou à la limite à la présidence. Cette fois-ci, ça a été fait au Palais du Peuple. Et d'un côté, il y a Chingriha, de l'autre côté... Mais là, on va y arriver dans le sujet d'après. Hein. Oui, il y a Ali Ben Ali. Et là, ça veut dire quoi? En termes protocolaires, ça veut dire qu'il y a pas qu'une... C'est multicéphale. Mais c'est le sujet tout à l'heure, Saïd. Depuis 8 jours, il n'y a pas d'installation du gouvernement. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont en train de faire la guerre de celui qui va ramasser l'argent. C'est le sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Donc le peuple algérien... Saïd, moi j'ai retenu un chiffre que vous avez donné et que je mets à côté du chiffre donné par Abbas. Vous avez dit 1% de reboisement, 1,76% de reboisement, de taux de reboisement. Alors moins de 2%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour 100 arbres qui brûlent, on ne replante que 2? C'est ça? Exactement. C'est ça, un taux de Exactement. reboisement? Alors, si c'est ça, si on ne replante que 2 arbres sur 100 qui ont brûlé, alors que nous avons moins de 2% de la superficie forestière dans l'ensemble du pays, ça veut dire que dans quelques années, il ne va plus rester d'arbres dans ce pays. Ce n'est pas le reboisement, c'est le boisement. Hein. C'est la superficie de boisement. Non, ça, c'est la superficie de boisement. Oui. C'est 2% de la superficie totale du territoire. Mais Saïd nous dit qu'il n'y a que 2%, allez, soyons généreux, de reboisement. Ah oui, Ça veut dire, dans les 2% de surface boisée, chaque arbre, dans les 100 arbres qui brûlent, il n'y a que 2 arbres qui sont replantés. Soit brûlés, soit coupés. Hein. Soit brûlés, soit coupés. Soit coupés parce qu'il y a de la transformation. C'est terrible. Si on ne reboise que 2%. Moi, un jour, à Vénissieux, là où j'habite, dans une artère, il y a des arbres qui ont eu une maladie, je ne sais pas laquelle. Alors, ils ont placardé sur chaque arbre malade. Cet arbre va être déraciné parce qu'il présente telle ou telle maladie, mais le conseil municipal a décidé qu'à chaque arbre coupé, 2 arbres seront replantés. Un à la place de celui qui a été coupé et un autre ailleurs, en respect de cet arbre qui a été coupé. Nous, si on ne replante que 2% de ce qui disparaît, c'est... Malheureusement, c'est une triste réalité, en fait, parce que les gens qui ont essayé de faire des enquêtes scientifiques sur ce phénomène en Algérie, ils sont confrontés à une absence de données réelles et complètes. Souvent, on leur donne des rapports incomplets, alors que si on regarde sur l'historique des incendies en Algérie, à l'époque coloniale, et c'est malheureux de le dire, pendant 137 ans,
on trouve des statistiques, mais avec une précision incroyable. Ça, c'était pendant la... Alors qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle Saïd, il parle des facteurs ou des causes des incendies, les statistiques officielles disent que 80 ou 90% sont d'origine inconnue. Quand on entend ça, ça veut dire qu'il y a un manque de sérieux. On ne peut pas dire 80%. C'est pas 2%, c'est bien 80%. Sûr. Maintenant, on sait qu'effectivement, il y a des forêts qui sont déclenchées de façon naturelle, on va dire, parce qu'il fait chaud. Après, on a les causes anthropiques, c'est-à-dire c'est l'être humain qui est derrière, volontaire ou involontaire. Alors volontaire, c'est criminel, c'est quelqu'un qui met le feu. Il y a des malades, des pyromanes, c'est une maladie. Pour avoir du charbon. À l'approche de chaque Aïd Kabir. Ça c'est les activités, les para-activités agricoles. Absolument. Ils prennent pour... Voilà. Les charbonniers sauvages, comme on dit. Mais il y a autre chose. C'est pour ça que ça mérite, rien que ce problème-là, et ça mérite 2 heures de discussion. Oui. Parce qu'il y a la question de l'occupation du territoire. On voit qu'on est très très pauvre en forêt. En superficie forestière, normalement, on doit tenir l'être humain, l'habitation et tout, le plus loin possible des forêts. Parce que c'est un agent qui peut provoquer des incendies. Bien sûr. C'est en fait, quand c'est naturel, on va dire, c'est difficile à prévoir. Regardez ce qui se passe au Canada et tout. Mais après, au niveau de la prévention, là où il y a des choses à faire, c'est quand les causes sont d'origine liées à l'activité humaine. Ce qu'on appelle les causes anthropiques. Voilà. Donc là, alors, quand on parle de l'occupation, la question de l'urbanisation, l'organisation du territoire, c'est une catastrophe en Algérie. Moi, la dernière fois que j'étais à Alger, il y a des rues en plein Alger, à Bouzaria et tout, il n'y a pas de trottoir. Oui, c'est une question encore. J'ai jamais vu ça. Enfin, voilà. Donc, ou alors on a construit sur les trottoirs existants. Voilà, c'est des choses. On peut parler du sable aussi dans les plages, l'utilisation des sablières de manière sauvage. C'est un peu comme s'il n'y avait plus d'État. L'État n'est là que pour pratiquer la violence contre ceux qui le contestent. Il y a un terme donc ce n'est pas un État. Que mon ami Tidjani, militant écologiste, utilise beaucoup et qui est très intéressant. Il parle de dévorement durable. Et on est dans ça. Il dévore le pays de manière durable. Il n'y a pas de développement durable. C'est incroyable. Alors, on va passer je vous demanderai d'être assez dynamique parce qu'il y a un gros sujet qui nous attend. Sur le Covid, c'est pareil que c'est l'explosion. Tous les lits de réanimation sont saturés. Il n'y a plus de lits de réanimation disponibles. Les hôpitaux sont saturés ou seraient saturés, puisqu'il n'y a pas d'informations véritables et officielles qui circulent en l'occurrence. Les médecins ne sont pas dotés des moyens les plus nécessaires, j'allais dire, pour la lutte contre la pandémie. Ils ne sont eux-mêmes pas suffisamment protégés, ni le personnel paramédical. La prise en charge est réellement en dessous de tout. Et au niveau des mesures de prévention, au niveau de la société, c'est quasiment... il y a presque plus de personnes qui portent de masque. Il n'y a pas de distanciation sanitaire. Ça veut dire que si réellement ça repart, ça risque de faire très mal. Est-ce que vous avez des informations sur le sujet? Et c'est le journaliste qui vous le demande, curieusement. Des informations, pas spécialement, mais juste une lecture un peu politique. C'est-à-dire tout Algérien qui se respecte, qui a un peu de dignité, il ne va que exprimer de la tristesse devant ce qui se passe par rapport à la pandémie du Covid et par rapport à la situation du système de santé en Algérie de façon globale. Par contre, si on a un pouvoir au monde qui se réjouit de cette pandémie, c'est le pouvoir algérien. Il a trouvé un allié inespéré. Parce que s'il n'y avait pas la pandémie, cette crise-là, vous vous rappelez, l'élan qu'après le mouvement populaire pacifique, c'était une vague déferlante qu'on donnait l'impression que rien ne pourra l'arrêter. Voilà. Donc c'est un peu ce sentiment... Il a été sauvé par le gong du Covid. Exactement. Au moment où il allait être mis KO. Voilà, exactement. C'est incroyable. Donc ce qui est en train de se passer,
le pouvoir, ça l'arrange. C'est triste de le dire, et ce n'est pas du complotisme ou quoi que ce soit, mais ça l'arrange. On a vu que lors de la première pandémie, l'arrivée du Covid, alors qu'il y avait des foyers qui étaient identifiés, la Chine, la France qui devenait un foyer, on a laissé venir les passagers de France vers l'Algérie, etc. C'est comme si on a cherché de façon volontaire à installer cette pandémie en Algérie. Bon, donc, là, ce qui est en train de se passer, puisqu'il y a une reprise un peu partout, hein, on le voit en Angleterre, un peu partout, ils vont, à mon avis, malheureusement, je le dis encore avec une certaine tristesse, ils ne vont pas faire grand-chose pour justement empêcher la propagation. Ils vont peut-être en profiter pour fermer davantage le pays. Absolument. Et éviter que ces satanés immigrés qui viennent mettre la pagaille ne viennent mettre leur... Air Algérie n'arrive pas à stabiliser un planning par semaine. Oui. C'est quand même fou. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est pour ça, juste pour finir, pour ça que moi, c'est-à-dire s'il y a un appel, même s'il est un peu dérisoire comme appel, c'est aux citoyens de se prendre en charge. Oui. Dans les villages, dans les comités de quartier, etc., de s'organiser et d'essayer de... Voilà. On ne peut pas compter sur un État qui mène une vraie guerre contre sa population. Je pense qu'il y a moyen de juger 10 fois ce régime-là, rien que sur la question du Covid et sa gestion. Moi, je trouve ça extrêmement scandaleux. Ce qui s'est passé depuis le début de la Covid jusqu'à maintenant, c'est une non-gestion, c'est une anarchie totale. J'ai honte lorsque je vois sur les maps où ils montrent les datas, où ils montrent les informations par pays, Algérie, données non fournies, alors qu'on trouve en Libye, alors qu'on en trouve dans d'autres pays qui sont en guerre, en Syrie, etc. On trouve des informations sur le taux de vaccination. Et nous, plus grand pays d'Afrique, pays qui n'est pas en guerre... Parce qu'ils ont honte de donner les chiffres. C'est une honte. C'est aussi une culture de désinformation, de secret. Une culture militaire finalement. On ne s'y trompe pas lorsqu'on dit régime militaire. C'est avec tous ces mécanismes et tous ces processus-là. Après, pour revenir à l'état actuel des choses, les informations que j'ai font état vraiment d'une recrudescence des cas dans les hôpitaux. Les personnes sont débordées. Des médecins parlent du variant Delta qui frappe de plein fouet le territoire, ce qui n'est pas étonnant. On n'est pas isolé, on ne vit pas en vase clos, on fait partie du monde. C'est ce que ne comprennent pas certains de nos compatriotes, mais c'est aussi parce que l'État ne fait rien pour leur expliquer. C'est que, non, vous continuez à dire l'État, hein, l'État. Vous considérez qu'il y a un État dans ce pays ? Non, en fait, je dis l'état de fait. Voilà, pour moi, c'est un état de fait dans les deux sens. Un état de fait et un état de fait aussi, par conséquent, je veux dire, on va demander nos passeports quelque part et on va demander nos cartes d'identité. Disons qu'ils ont volé l'État, voilà. Ils ont volé les institutions de l'État. Mais disons que, pour revenir sur ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'augmentation des cas, elle est visible. Les personnes ne sont pas sensibilisées, encore une fois, sur les dangers liés à la Covid. Ils ne sont pas sensibilisés sur les gestes barrières ou pas assez. On a opté pour une optique de fermeture totale par rapport aux personnes de la diaspora qui n'est pas logique non plus. Donc, pour moi, c'est de la non-gestion, c'est de l'assistance à personne en danger et on en paye encore les conséquences. Seul le peuple peut se prendre en charge lui-même, et je suis d'accord sur ça. Moi, j'ai vu de très belles images, entre autres en Kabylie, il y avait des comités de village qui nettoyaient les voitures, qui rentraient, etc. Il faut renouer avec ces réflexes d'autogestion présents dans notre peuple et surtout ne pas faire confiance à ce régime-là politique qui a justement volé l'État. Voilà. Volé l'État. Saïd, l'une des premières mesures de ce Premier ministre, a été il a pris un arrêté où il dispense les détenteurs de passeports diplomatiques du confinement.
Ils prennent une mesure pour toute la population, 5 jours de confinement pour quiconque débarque sur le territoire national, mais les détenteurs de passeports diplomatiques, ils peuvent faire leur confinement chez eux. C'est un peu comme si eux, on peut leur faire confiance, c'est des personnes sensées, adultes, responsables, mais que le reste de la population, non, il faut les enfermer. Ça a été fait déjà lors du simulacre électoral, avec les journalistes qui ont Absolument. été... qui n'ont pas été tenus d'être au confinement. Effectivement, Oui. effectivement. Journalistes étrangers. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce système est bâti sur un certain nombre d'attributs. Le premier des attributs, c'est le mépris du peuple. Le deuxième des attributs, c'est la gestion à 2 collèges. Il y a le premier collège, il y a le deuxième collège. Le troisième des attributs, c'est à partir du moment que mon espace de pouvoir n'est pas menacé, à partir du moment que mes intérêts ne sont pas menacés, le déluge, que le peuple meurt, crève, au contraire, ils sont heureux. Je l'avais dit, je crois, il y a 4 ou 5 jours sur ce plateau, ils veulent un pays sans peuple. Et quand on a le premier responsable du pays, qui nous dit, quand il y avait juste au début du Covid, de la pandémie du Covid, j'ai l'intuition qu'à la fin du mois d'avril, il n'y aura plus de Covid. Et qu'un ministre de la Santé, il nous dit que nous avons, lui-même il dit aussi, nous avons le meilleur régime de santé d'Afrique du Nord et d'Afrique. Puis il était malade, il se fait soigner en Allemagne. C'est de la pure schizophrénie, c'est une pathologie, c'est de la maladie, c'est de la schizophrénie. Donc, notre regard n'est pas destiné à ceux qui ont squatté les institutions, parce qu'on n'a pas d'État, on a des administrations. C'est au peuple. Nous faisons confiance dans notre peuple pour l'auto-organisation. Nous faisons confiance à notre peuple pour sa prise, son prise en charge. Et ça, ils n'ont besoin. Ils le font, et ce, même avant l'indépendance. Même avant l'indépendance, ils l'ont fait, ils continueront à le faire parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur des gens qui ne pensent pas et ils ne penseront jamais. Donc le peuple algérien, il suit ce qui se passe aussi dans le monde. Ils savent qu'il y a le retour et aussi il y a des médecins du peuple. Ils discutent avec des médecins, c'est les enfants de nos villages, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos amis. Nous avons des contacts pratiquement dans tous les hôpitaux. Il y a le retour du variant Delta ou je ne sais pas, Alpha, Il y a des médecins Delta. du Hirak aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et bientôt, on ne va pas vous dire c'est lequel portable que vous avez, ils vont vous dire c'est lequel, comme il a dit à Mazer Keteb, c'est lequel variant que vous avez, Alpha, Delta, 5e génération, 6e génération. Et c'est la même chose par rapport au vaccin aussi. Mais sinon, aujourd'hui, la pandémie est une réalité. Elle tue. Le peuple algérien va se prendre en charge. Mais ce qui se prend en charge, c'est... Ce qui me tue, Djemeldine, ce qui me tue dans tout ça, quand on arrive à faire une comparaison entre le taux de vaccination dans des pays limitrophes, la Tunisie et l'Algérie, pour ne pas citer un autre pays. Sinon, ils vont nous dire encore une fois, parce que moi, les pompiers islamistes, DRS, cette fois-ci, ils vont me sortir les extraterrestres, donc je préfère la Tunisie. Je vais rester dans la Tunisie, je veux la paix. La Tunisie. Sinon, le Makhzen. Et sinon, ils vont me dire le Makhzen, ceci, cela, ainsi de suite. Oui, bon, mais allez, c'est pas grave. On sait... Mais Saïd, la question que je voudrais vous poser est très importante. Quand vous, Abbas, vous dites qu'il faut que la population se prenne en charge. Ça veut dire qu'elle s'organise, des comités de quartier, des comités d'Achra, de Douar. Si c'est le cas à un niveau national, ça pourrait être un formidable embryon révolutionnaire pour faire repartir le Hirak d'une façon structurée à la base. Mais ça pourrait faire école. Ça a été fait déjà. Et puis, moi, personnellement... Où ça a été fait? Ça a été fait tout au début de la pandémie. On a vu des villages, on a vu... Oui, quelques villages de Kabylie, mais sinon... Nous-mêmes, on a participé à des... Oui, mais ça ne s'est pas fait de façon systématique et massive. Maintenant, faire repartir...
Le Hirak ne s'est jamais arrêté pour repartir Djamaddini. Il y a les marches qui se sont arrêtées parce qu'il y a une main de fer d'un système. Mais sinon, le plus important dans tout ça, c'est ce mouvement, ce Hirak de la conscience. Ce Hirak de la conscience, quels que soient les moyens utilisés par ce système pour l'arrêter, pour amadouer, pour faire peur, pour faire reculer, je prends un indice, la mascarade passée. Ils ont utilisé tous les moyens, même ceux des extraterrestres. Ils ont pu faire adhérer plus d'1 million pour faire une majorité. Donc, ils sont finissants. Et cette organisation, effectivement, au peuple algérien de décider par la suite qu'est-ce qu'il va faire avec par la suite. Alors, je vais vous demander vraiment d'être un peu plus dynamique, parce qu'on a d'autres sujets, on a mis trop de temps. On n'aura pas le temps peut-être de traiter de... je suis pas très autoritaire, je ne sais pas faire. Alors... on n'est pas trop discipliné aussi. Aussi. Alors, il y a 2 sujets extrêmement intéressants et extrêmement graves. Les Harraga, un lanceur d'alerte très sérieux, dont on a vérifié le sérieux dans la transmission de vraies informations, parle de 800 Harraga algériens et non pas africains ou sud-africains, dont 600 ont été interceptés par la Guardia civile et 200 qui ont pu prendre des chemins détournés et partir. Mais vous imaginez, 800 Harraga en 4 jours, à la veille du 5 juillet de la fête de l'indépendance. Et de la jeunesse, fête de l'indépendance et de la jeunesse. Alors, un tour de micro sur ça, s'il vous plaît. En fait, il y a un économiste allemand qui est devenu connu il a proposé un modèle comme ça face à un mécontentement d'individus dans une société. Il a dit quand il y a un mécontentement, il y a 2 façons de réagir. Soit on proteste, soit on fuit. Il appelle ça les exit et vox. Donc moi j'ajouterais un 3e, c'est la résignation. Donc la protestation, quand on n'est pas content d'un pouvoir, d'un système, on proteste. On proteste comment? Par le vote, dans les sociétés démocratiques, par des manifestations, par des sittings, les différentes manifestations pour s'exprimer. Sauf que le vote, tout le monde sait qu'il est inopérant en Algérie, qu'il est ineffectif. Donc les gens ne vont pas changer les choses ou exprimer par le vote. Les manifestations, c'est ce que porte le Hirak, les manifestations, et c'est ce que porte, et tout vient de là, quoi. Et la fuite, ben c'est justement, c'est une forme pour moi d'exprimer son mécontentement. Les gens, les Harraga, alors, quand il y a eu le Hirak, il était porteur d'un grand espoir. Et c'est pour ça que le Harga s'est complètement tari. Complètement, parce que, en fait, il y a, sur ce modèle, pourquoi c'est important? Quand on a moyen de protester, ben on ne fuit pas. On reste et on essaye de s'organiser, de développer tout ça. Développer pour espérer le changement. Maintenant, quand ce moyen-là n'est pas... Ça encourage, ça amplifie le phénomène de fuite avec tous les risques que cela peut comporter. Et les risques ne sont pas moindres. Oui. C'est intéressant parce qu'en psychologie, il y a un modèle qui s'appelle fight or flight. Donc ça, je pense que c'est le même mécanisme mais au niveau individuel. Donc c'est soit se battre ou fuir. Et c'est vraiment plus profond de l'humain. La question des Harraga me touche énormément parce que ça touche des gens de mon quartier, ça touche des amis, ça touche des gens de ma famille. Je m'intéresse beaucoup à ça. Je regarde beaucoup les vidéos des Harraga qui partent, qui expliquent leur périple et surtout qui expliquent les raisons de leur départ. Et on est obligé de constater qu'en Algérie, en fait, on ne meurt pas de faim comme dans d'autres pays. Certains diront pas encore, malheureusement j'espère que ce ne sera pas le cas, mais on ne meurt pas de faim comme au Yémen ou dans d'autres pays ou au Soudan. Il y a quand même 10 millions de personnes qui vivent en dessous oui, du bien seuil sûr, de bien sûr, pauvreté bien sûr. Je ne remets pas du tout en cause. Il y a une paupérisation très forte de la population, etc. Mais en fait, je parle de la région Afrique du Nord, Middle East, Afrique, etc. Relativement, ça va encore, ça tient encore, parce qu'il y a des subventions, etc. En Afrique subsaharienne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il y a 800 personnes d'un seul coup qui partent?
de tous âges. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens diplômés, c'est qu'il y a des gens qui ont une expérience. S'ils ne sont pas diplômés, ils ont d'expérience de travail. Il y a des femmes qui emmènent son petit frère, il y a une femme qui emmène son petit frère parce qu'il n'y avait pas de lieu où le soigner. Mais je pense que la crise réelle est une crise d'espoir. C'est une crise d'espoir. C'est que le régime algérien est un régime à broyer de l'espoir. C'est comme ça que, en fait, au final, j'essaierai de le résumer, c'est un broyeur d'espoir, un broyeur de projection, un broyeur de jeunesse, un broyeur de tout ce que la jeunesse peut représenter, de projection dans l'avenir, de projection dans un espace dans lequel les personnes peuvent s'épanouir. Quand on voit que tout est bloqué, quand on voit que l'accès à l'emploi est bloqué à cause de la bureaucratie, à cause de Chipa, à cause de tout ce qu'on connaît des travers, du népotisme, du bni'amisme, etc. Quand on voit que même l'investissement est bloqué, même quand on est un commerçant, je veux dire l'investissement à une petite échelle est bloqué, quand on n'est pas un nabab ou quelqu'un qui est proche du régime, on ne peut pas se développer, on ne peut pas concurrencer le fils d'un général ou d'un tel parce qu'il va utiliser les impôts contre vous. Quand on voit que quand on essaie de voyager, on n'arrive pas à voyager. Pourquoi? Parce que ce régime a toujours fait en sorte de ridiculiser notre nation pour qu'on n'ait plus de droits. Donc ça crée une crise existentielle, une crise de l'espoir dans laquelle on retrouve des Algériens fuir autant que des gens qui sont du Soudan. Je ne suis pas en train de dire que les choses sont égales. Bien sûr que chaque chose a ses spécificités. Mais nous ne sommes pas en guerre. Alors ça veut dire que... Quand on s'arrache au sien, à sa terre, qu'on se lance et surtout de cette à bord de fragiles esquives à la mer. De cette manière-là, c'est... Avec un tel risque, parce que beaucoup meurent pendant la traversée. Moi, c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui expliquent leur périple, parce que psychologiquement, c'est intéressant de voir la construction de ce schéma-là. Et à un moment donné, on comprend la perte de l'espoir. Souvent, c'est lié à un problème... de travail ou c'est lié à un problème dans lequel la personne voulait se projeter, se marier, avoir un appartement, mais tout est fermé. Tout est fermé, c'est-à-dire que ces jeunes-là, moi je les comprends, parce que moi-même qui ai eu la chance, et je dis bien j'ai eu la chance de partir en tant qu'étudiant et de faire des études, etc., je pense que si j'ai été à leur place, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose. Certainement la même chose, parce que les mêmes effets causent les mêmes conséquences, les mêmes causes provoquent les mêmes conséquences. Je pense que j'aurais aussi perdu espoir. Moi, j'ai vu une statistique qui m'a totalement troublé. Alger fait partie des pires villes au monde en termes de qualité de vie. Oui. Oui. Des 5 pires villes au monde, pas des 5, je veux dire, enfin, il faut remettre les choses dans leur contexte. Oui. Tripoli, qui est en guerre, est plus agréable à vivre qu'Alger. C'est dire. Voilà. Alger qui était un symbole de la Dolce Vita. Voilà, on est classé avec Yaoundé au Cameroun. Ensuite, il y a Alger, ensuite, il y a Harare, je crois, au Zimbabwe, et ensuite, il y a Damas, c'est-à-dire... Damas en guerre. Voilà, en guerre. Et donc, pour un jeune qui vit dans un espace comme celui-là, et on parle là de la capitale quand même, où il y a un peu plus d'accès aux loisirs, etc., parce qu'il n'y a pas que... En réalité, l'être n'est pas qu'un être, je veux dire, de chair et qui se nourrit, etc. C'est un être aussi qui a besoin d'épanouissement. On ne va pas reparler de la pyramide de Maslow avec les différents stades d'épanouissement. Nous ne sommes pas des tubes digestifs. Ce régime-là nous gère comme si nous étions des tubes digestifs à remplir avec des subventions. Ensuite, les personnes, puis les nourrit et puis ils restent calmes. Non. La jeunesse est un espoir avant tout. Et lorsqu'on le détruit, cet espoir-là va se déverser en désespoir dans la mer. Voilà. Tu sais, comme l'a dit... En fait, ce système, il a signé un contrat avec le malheur. J'ai juste, j'espère être contredit par Tebboune, qu'il nous dise son fils qui est sorti de prison n'est pas en France. Il est parti comment? Ils sont où les enfants à Chingreh? Ils ne sont pas en France. Qu'ils me contredisent publiquement et qu'ils disent que leurs enfants, Khaled Tebboune qui a été emprisonné, il n'est pas en France. Qu'ils me contredisent. C'est mieux que ça. Il est entre la France et l'Algérie. Qu'ils me contredisent. Ça veut dire que lui, il peut voyager comme il veut. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, depuis le 1er janvier jusqu'au 12 mai,
il y a eu 10 000 Algériens qui ont été interceptés, c'est-à-dire qui ont été, qu'on a pu compter. Oui. 10 000, hein? 10 000 Algériens. La Méditerranée n'est plus une mer, c'est un cimetière. La Méditerranée a englouti plus de 600 Algériens, retrouvés dans les plages d'Almeria, en Italie et en Algérie. Chacune de ces personnes est un empire de malheur. Parce qu'il y a sa famille, il y a ses amis, il y a tout un village. Je ne sais pas, à l'absence de l'espoir, à l'absence de perspective, il y a ce climat lourd que ce système a installé dans le pays, allant jusqu'à pousser certains à jouer au poker leur vie, sachant qu'ils ne sont pas sûrs d'arriver. Donc ils ont fait le choix de la mort que celui de la vie. Et ce slogan que nous avons vu au début du Hirak, au début de notre révolution, nous mangeons du poisson qui a mangé nos enfants. Finalement, nous mangeons nos enfants. Ce système, comme disait tout à l'heure mon ami Abbas, fait tout pour la construction de la résignation acquise. C'est ce qu'il y avait avant le 22 février. La résignation acquise, c'est de céder, c'est de ne plus se battre, c'est d'accepter céder à la fatalité et à l'état de fait. Et ce système est en train de construire, de tout faire pour ça. Je dis tout simplement, ces Algériennes et ces Algériens, ces enfants, ces femmes, ces hommes, on a bien vu une vieille, une grand-mère avec ses petits-enfants. On a vu des femmes, on a vu des hommes quitter l'enfer. Des fonctionnaires. Des fonctionnaires. Il y a le cas d'Ibrahim Lalami. Ce cas, les autorités espagnoles, s'il s'avère que c'est vrai que c'est elles qui ont remis Ibrahim Lalami aux autorités algériennes. Mais qui a dit ça? Moi, je suis en train de chercher partout. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. J'ai contacté des amis espagnols, journalistes. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler d'un cas où les gardes-côtes espagnols ont livré un harag aux autorités algériennes. S'il s'avère. Que dit son avocat? Est-ce que son avocat a confirmé? Pour le moment. Donc ça reste une hypothèse. Pour le moment, c'est une hypothèse. Oui. C'est une hypothèse. Mais très peu probable par ailleurs. Mais au-delà de ça, l'Algérie a tous les moyens. Notre pays a tous les moyens. Il le disait tout à l'heure, Yassine, il le disait tout à l'heure, qu'on n'est pas en état de guerre. C'est un pays riche. Nous avons l'une des plus grandes richesses, c'est la richesse humaine. Nous avons le soleil, nous avons la mer, nous avons la volonté, nous avons la détermination. Mais, hélas, ils nous ont volé les possibilités, ils nous ont volé ce avec quoi nous pouvons éventuellement bâtir notre pays. Et quand je discute, parce que moi je discute tout le temps avec les haragas, je les vois, sincèrement, je ne sais pas comment ceux qui gouvernent le pays vivent, comment ils réfléchissent. Est-ce qu'ils ont un cœur? Est-ce qu'ils ont un cerveau? Est-ce que c'est des êtres humains? C'est des infra-humains. Et nous allons devoir zapper le sujet de la cocaïne, malheureusement. Donc nous n'avons plus qu'un sujet. Ce sujet, on le laisse à Tebboune et Khal Tebboune. Ils en connaissent mieux que nous. Voilà. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que cette quantité de presque 5 quintaux qu'on a trouvée au large d'Arzeux a été déposée exprès par des gens qui veulent aboutir à quelque chose. Mais bon, on n'a pas le temps d'en parler. Le boucher peut leur donner la réponse. Alors la question qui nous reste à discuter aujourd'hui est pourquoi cette hyper-visibilité de l'armée, qui nous avait pourtant habitués à être très discrète, à toujours rester silencieuse, presque muette, pour satisfaire aux principes, et qui se cachait derrière
des façades Potemkin, le Parlement, le président, le Sénat, le Conseil constitutionnel, l'armée qui n'est jamais là, qui ne désigne jamais personne. Et puis là, c'est un envahissement du terrain par les militaires. Ils sont partout. D'ailleurs, nous allons voir quelques images. D'abord, cette histoire de piscine ou de bassin qui est comment on dit, inaugurée par des militaires. Regardez. Inaugurer un bassin, voilà, militaire. لا علينا المهم شوف الديريكتور او قدام الجماعه الكريم قدام اعضاء من الشعب البلدي السيد رئيس الدائره. Alors, nous allons voir d'autres images de M. Chengriha qui nous dit que l'armée est neutre. Hein. L'armée est neutre, la 15. Voilà. Je ne lis pas bien, Saïd, vous pouvez lire. الفريق شنقريحة الجيش محايد ولا يتدخل في السياسة. Voilà, c'est clair. Et M. Tebboune a dit la même chose aux journalistes français, je ne me rappelle plus lesquels, si c'est France 24 ou l'armée est neutre, elle ne s'implique jamais en politique. Chengriha lui-même, il a dit, je ne sais plus quel journal Et américain. là, on vient de montrer. Ouais. Il a dit un journal américain, je sais plus, voilà. New York Times, je crois. Voilà. Il y a un an. New York Times, effectivement, on vient de me le dire à l'oreillette. Mais là, il y a une hyper-visibilité. Ils sont partout. Le journal télévisé, il n'y a que l'armée. Les programmes télé, pareil. Même le strap et le contenu de la télé, ils ont pris des couleurs para. Jaune, vert, c'est incroyable. Pourquoi J'aimerais bien revenir sur un point, parce que l'émission telle que je la ressens, elle est un peu sombre, pour mettre un peu de couleur, un peu d'espoir. Parce qu'on a tendance, nous les Algériens, à s'auto-flageller, à amplifier nos défauts et tout ça. Moi je pense que si on avait des doutes sur les capacités des Algériens à s'auto-organiser, à se prendre en charge, à montrer du civisme, le Hirak l'a démontré. Quand on voit des marches qui rassemblent des millions de personnes et qu'il n'y a pas un carreau de cassé, et qu'il y a une formidable organisation. Donc je fais le lien avec le sujet d'avant concernant le civisme, les incendies. Les gens, quand le Beylik, c'est parce que la notion d'intérêt général n'existe pas, elle a été broyée, éradiquée par le pouvoir. Le pouvoir, d'ailleurs, l'État et le pouvoir se confondent chez nous. On a un pouvoir militaire qui a privatisé l'État. Donc du coup, les gens, le rapport que peuvent avoir les gens avec le domaine public, le Bey, les commandes des généraux, c'est dicté par la place de l'intérêt général dans le fonctionnement de la société. Quand on voit que les responsables eux-mêmes profitent, dilapident ce domaine public et tout, les gens, alors qu'ils sont capables, dans des marches, des centaines de marches, ils sont capables de faire preuve d'un civisme qu'aucun autre pays au monde n'a pu montrer jusqu'à présent, y compris les pays les plus développés et tout. Donc les Algériens sont capables, ils l'ont démontré, ce n'est pas de la théorie, de s'auto-organiser, ils sont capables du plus haut niveau de civisme. Alors, revenons pour la question de la présence... C'est plus qu'une note d'optimisme, c'est un constat très honnête. Je tenais à le faire. Et c'est très bien, et je vous en remercie. Je t'en prie. Donc, en fait, par rapport à l'armée, le pouvoir, depuis 1962, il a tenu grâce à un certain nombre de constantes. Et si on prend deux qui sont des principales, c'est effectivement, tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, que d'ailleurs que je trouvais magnifique, très pertinente, c'est la première chose, c'est la discrétion.
C'est-à-dire les militaires, on ne les voit jamais. C'est presque une société clandestine. Voilà, on ne les voit pas. Tout le monde sait, ça c'est la palissade. Tout le monde sait que c'est les militaires qui tirent, mais on ne les voit pas. Ils sont derrière et tout ça. Jusqu'en 1989, avec l'ouverture, le pouvoir militaire s'est caché derrière le FLN. Et par la suite, il y a eu l'ouverture, pseudo-ouverture. À l'époque, je me rappelle, j'avais écrit un article, je crois que c'était le journal Nation, je parlais le passage du parti unique au multipartisme unique. Donc ils ont créé un certain nombre de partis. D'associations à caractère politique. Mais ça leur servait vraiment de paravent. Ils se cachaient derrière, ils continuaient, donc ils faisaient preuve de discrétion. Et cette discrétion, elle a sauté avec l'arrivée du Hirak. C'est le résultat, la conséquence du Hirak. La deuxième conséquence, c'est les clans. La lutte des clans, elle a toujours existé, tout le monde le sait. Mais elle n'a jamais atteint ce point. Et pourquoi elle s'est exacerbée? C'est le Hirak. Le Hirak, parmi les conséquences, moi j'appelle les acquis du Hirak, justement, c'est qu'il a pulvérisé le socle social et politique, l'assise sociale du système qui reposait sur le FLN, sur le RND. Tout cela, au point aujourd'hui, ils ont du mal à trouver du personnel, à embaucher. On trouve des ministres, mais d'où ils sortent? Ils sont en panne parce que le Hirak, justement, il a taré toutes leurs sources. Et je me permets de vous interrompre pour permettre un autre tour de micro. Alors, avant de vous donner la parole, nous allons voir des images très particulières de M. Chengueriha et de M. Tebboune. Et M. Chengueriha n'a pas respecté le protocole. Il n'est pas resté un rang derrière le président. Il a été interpellé par un agent du protocole. Je vous demande de bien regarder. Il va être interpellé et d'une façon assez brutale qui montre qu'il n'est pas aussi puissant qu'on le dit. Et Tebboune qui a entendu, qui n'a pas vu, mais ça veut dire que l'autre a dû hurler, qui a entendu, demande à Chengueriha, pour ne pas l'humilier, d'avancer. Et Chengueriha qui se retourne vers l'agent et qui lui fusille du regard. Regardez. On va la revoir. Anis. Je dirais que l'hyperprésence de l'armée, ou en tout cas du régime militaire, est inversement proportionnelle à la non-présence de la façade civile et de l'occupation du terrain politique par la façade civile, et entre autres par Tebboune. Ça se manifeste de plus en plus. C'est pas la seule image. Il y a la fameuse image où Tebboune est au milieu de Ben Ali, c'est ça, et de Chengueriha de l'autre côté. Donc on pourrait dire encerclé des deux côtés. Oui. Il y a beaucoup d'images en ce moment qui montrent que non seulement maintenant l'État est en train d'être phagocyté, mais on a l'impression que toute la société est en train d'être phagocytée par ce régime-là, par l'armée, militaire, par, moi j'aime pas dire par l'armée, par le régime militaire. Le haut commandement de l'armée. Voilà, parce que pour moi c'est grosso modo entre 10 et 15 grands généraux qui, après il y a débat sur ça, mais qui vraiment pèsent de tout leur poids sur les décisions et sur maintenant la vie quotidienne. Parce que ce genre d'image, de voir un simple bassin être inauguré, pour moi ça me rappelle la Corée du Nord tout simplement. Ça me rappelle le système nord-coréen, stalinien absolu, qui gère chaque aspect. C'est de l'autocratie, plutôt une dictature totale, autoritaire, qui va s'occuper de chaque aspect de la vie privée. On est dans un schéma vraiment orwellien. Je finis juste pour faire vite.
pour revenir sur la noirceur un peu qu'a imprimé l'émission, je pense que la noirceur est celle du régime et c'est celle de l'ombre du monstre qu'est le régime qui plane sur notre pays. Et qu'en réalité, une fois ce monstre-là dissipé, ou une fois ce monstre-là écarté, l'Algérie retrouvera la vivacité qui est celle de son peuple et qui est celle de sa jeunesse. Et d'ailleurs, on n'a qu'à voir sa jeunesse lorsqu'elle s'exporte à l'étranger, la vivacité et le bonheur qu'elle peut donner à d'autres nations, malheureusement, mais on l'espère à la nôtre. Saïd. Effectivement, il a tout à fait raison, Anis, en disant qu'effectivement, la noirceur, tout à l'heure, Abbas, il disait, la beauté, la bonté, tout ce qui est beau, les printemps, ainsi de suite, sont ceux du peuple. Et ben, le peuple algérien, il a une profondeur humaine, et nous l'avons vu. Et je lisais ce matin un texte d'Ali Kenz où il décrivait les joies et où il décrivait la joie et l'atmosphère qu'il y avait le 5 juillet 1962, comment que les uns et les autres sont lassés, que c'était un jour joyeux. Et c'est ça, le peuple algérien. Dans l'excellente revue Naqd. Exactement. Non, je crois que ça a été publié à L'Orient, je crois, la revue L'Orient. C'est un texte qui a été publié à la revue L'Orient. Toute cette gymnastique de commandement militaire, c'est parce qu'ils n'ont plus... D'abord, ils sont en déconfiture avancée si on analyse le nombre de hauts gradés qui sont en prison, qui sont en fuite. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de façade civile. Donc, ils sont contraints de faire le rôle qui, à un certain moment, assigné à la façade civile. Ils le font eux-mêmes. Occuper le terrain. Occuper le terrain, et chacun le fait. Et comme ils ne sont pas... D'ailleurs, quand on a vu les décorations, comment se fait-il qu'un responsable général de la garde républicaine, sous quel protocole, à quel titre il va être présent à côté du président et à côté du commandeur des armées? Il a quel titre? Ça dénote d'une lutte à l'intérieur du cartel des généraux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'ils ont perdu le contrôle sur, du moins, ce qu'ils avaient comme sous-traitants dans la société, les partis politiques, les associations, d'où le vrai sens. Mukhabarat irhabiya tasqut tawma al-askariya. Mukhabarat irhabiya, quand j'ai entendu ce slogan du peuple algérien, j'avais compris que la police politique et le mukhabarat ont perdu le contrôle des associations, des partis politiques, des associations de quartier, des clubs de foot, des chaumières, des villages, des communes. Ils ont perdu, bien que il y a certains qui continuent d'une façon ou d'une autre avec des simulacres, des fois d'arrestation, d'autres fois de positionnement, d'autres fois d'intrusion dans des structures, d'encore une fois essayer de se vendre à ceux qui restent comme DRS, à Tawfiq Ajbarmena, à Bouzid, comment il s'appelle, l'actu, à la Chingri, ainsi de suite. Mais le peuple algérien, tout à l'heure, j'avais dit que la bataille de la conscience, l'insurrection des consciences, elle a eu lieu. Elle s'est manifestée 3 fois. Et la dernière fois, c'était lors du simulacre des législatives. Et je me permets de vous interrompre. Dernier tour de micro. On raconte que Tawfiq est revenu, et Nazar aussi, et qu'il serait même à la commande, et qu'il serait même devenu le véritable maître du jeu. Ça vous inspire? Ça vous dit quelque chose? Je pense que c'est un secret de polichinelle. Quand bien même il ne serait pas revenu, ça serait pareil, je dirais. Oui, mais parce que les pratiques... Alors que tout le monde les donnait complètement éradiquées, oblitérées. Tawfiq est bien revenu. Pour moi, Tawfiq est vraiment revenu en force. Certains aficionados de football diraient qu'il a fait une remontada, de marquer plusieurs buts pour revenir. Oui, en tout cas, les pratiques sont revenues.
On est bien placé à Paris pour le savoir d'ailleurs oui. et pour le sentir. Ah oui. On ne va pas rentrer dans le détail, Oui, mais... oui. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais on ressent quand même des choses qui n'ont pas l'air d'être anodines ou fortuites et qui sont de l'ordre de la police politique, on va dire les choses clairement. Oui, oui. Certains disent que c'est concomitant avec l'envoi d'un responsable pour le rayonnement de l'Algérie à l'étranger qui est Chefik Msbah. Donc pourquoi ce serait quelqu'un des renseignements qui siégerait à Paris pour le rayonnement? Ce monsieur, on lui donne beaucoup plus d'ampleur qu'il n'en a. Hein, je ne sais pas, moi je me fais écho de ce qui se dit. Oui. Voilà. Après, je ne suis pas dans leur secret, mais en tout cas, les pratiques sont bien là, mais nous aussi on est là. Voilà. Pour les décrypter. Voilà. Alors, Saïd, je vous laisse la parole pour donner le mot de la fin à Abbas. Vous savez, Mais en moins de 2 minutes, vraiment. ils ne sont jamais partis pour revenir. À partir du moment qu'on n'a pas... Ah si, quand même. À Quand partir Tawfiq du moment- passe par la Blida pour atterrir à la prison militaire, Un petit repos, un oui. petit repos pour lui préparer un bel avenir. Nous, on contre l'avait Zar, écrit. et on envoie un mandat d'arrêt international contre lui pour le faire revenir par le tapis rouge et à bord d'un avion présidentiel. Djemeldine, à partir du moment qu'on n'a pas remis les clés du pays au peuple algérien, ils ne sont jamais partis. Parce que cette histoire de rééquilibrage clanique, cette histoire, d'ailleurs, on n'a jamais... il y a des lignes rouges entre eux. On les défie d'ouvrir le dossier des 200 000 morts, de 20 000 disparus. On les défie d'ouvrir le dossier de l'assassinat de Matoub, de Boudieff, de Chabani, de Khmisti. On les défie d'ouvrir ces dossiers. Les vérités admises, c'est pour cacher les grands mensonges. À partir du moment qu'ils n'ont pas appliqué l'article 7 et 8, la souveraineté au peuple, qu'on n'est pas passé par une justice de transition, une économie de transition, une transition démocratique. Oh, c'est pas une histoire simplement de personnes. Ils sont tous les mêmes. Kif, guerre. Wesh. Quelle est la différence entre l'un et l'autre, entre Bouzid, la Khor? Quelle est la différence? Il n'y a absolument rien. Il y a quelqu'un qui pense au peuple. Il y a quelqu'un qui a dit des vérités au peuple. On nous a dit certains moments gaïdes. Et on lui a mis le chapeau du héros. Tout ça, c'est des petits jeux d'enfants. Donc, à partir du moment qu'on n'a pas rendu l'État à la nation, à partir du moment qu'on n'a pas rendu le drapeau au peuple algérien, la liberté au peuple algérien, l'ouverture du champ politique et médiatique, à partir du moment qu'on n'a pas le droit d'avoir des droits, à partir du moment qu'on continue à arrêter un 5 juillet à Alger, celui qui porte le drapeau algérien, ils ne sont jamais partis. Abbas, le mot de la fin. 3 points rapidement. La lutte des clans, qui a toujours existé, elle n'a jamais atteint ce point aujourd'hui. C'est une lutte qui est irréversible, contrairement au passé. En fait, ils arrivaient toujours à cacher, même quand il y a des luttes des clans, à ne pas dépasser une certaine limite. Et après, il y a un rééquilibrage. Là, elle a atteint un point irréversible à cause du Hira qui a ébranlé le système, en tarissant la partie civile et en attisant la lutte des clans. Donc, comme le disait Saïd, ça se traduit par des emprisonnements, des fuites, etc. Le deuxième point, le changement, le retour de Medienne a apporté des choses, pas sur le fond, mais au niveau des techniques de manipulation, parce que quand on a vu Gaïd Salah, c'était du brutal, quoi. C'était, il a mis à la tête des renseignements, il a mis quelqu'un qui n'a aucune culture du renseignement, de manipulation, etc. Il connaît rien du tout. C'est lui qui est en prison, d'ailleurs. Hein. Et le troisième chose, peu importe, c'est-à-dire pour nous, ces luttes des clans et tout ne nous intéressent pas. On les regarde, on essaie de les comprendre, de les suivre, ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que le serpent, il peut changer de mue plusieurs fois, mais il garde toujours son venin. Ah, pour ça. Voilà. Donc je termine sur ça. Merci beaucoup Abbas Hamadan, merci beaucoup Anis Qama, merci beaucoup Saïd Aknin. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. بقاو على خير بسلامة وما تنساوش سلمية خوا